7h43, les matins de France Culture aujourd'hui consacrés à la situation en Syrie. Alors faut-il le rappeler, vous le savez, depuis le début de l'année 2011, le souffle des révoltes, révolutions, mouvements de libération des peuples ne fléchit pas sur la rive du sud de la Méditerranée, de la Tunisie à l'Égypte en passant par la Libye, qui emporte sur son passage les régimes les plus autoritaires. Mais face au désir de liberté qui anime la jeunesse arabe, certains s'accrochent, refusent de laisser aller pouvoir et privilèges. Et c'est le cas en Syrie où le régime de Bachar al-Assad, confronté depuis la mi-mars à des manifestations pacifiques et pour appeler à plus de droits de l'homme et de liberté, les a les unes après les autres réprimés dans le sang. Plus de 3000 morts à ce que l'on sait aujourd'hui, plus de 15 000 blessés. Alors que le cas de la Libye n'a pas fini de préoccuper la communauté internationale, le combat du peuple syrien ne reçoit peut-être pas tout à fait l'éclairage médiatique qu'il mériterait. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui souhaité réunir Bourhan Galioun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Conseil national syrien, nouvellement créé le 2 octobre dernier. Farouk Bardambé. Bonjour. Bonjour, vous êtes historien et écrivain syrien. Et Caroline Donati, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste indépendante qui a publié à la découverte en 2009 L'exception syrienne. Aujourd'hui, journaliste à Mediapart. On vous lit régulièrement dans Mediapart. Alors, peut-être la première question à vous, monsieur le président du Conseil national syrien, Bourhan Galioun. Au cours de la manifestation de soutien aux opposants au régime syrien, c'était lundi soir à Paris, au théâtre de l'Odéon, Jacques Ralit, ancien ministre français de la Culture, citait Camus. D'ailleurs, pas de la culture, de la santé, entre autres. Pardon, Jacques Ralit, ancien ministre français, en tout cas de 80 à 84. Citait Camus. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Tentons donc de bien les nommer. Alors, à quoi assiste-t-on aujourd'hui, Bourhan Galioun, en Syrie? Quel est le mot exact? Révolte, révolution, mouvement des peuples, mouvement de foule, insubordination? Que diriez-vous? Je dirais qu'on assiste à un vomissement par un peuple d'un régime insupportable, criminel, sauvage, barbare, qui n'arrête pas, qui n'hésite pas devant n'importe quel acte pour se maintenir au pouvoir. C'est le combat héroïque d'un peuple qui a décidé de se débarrasser de ce malheur et de ce cauchemar. Et je pense que c'est ce qui caractérise ce soulèvement, c'est la détermination à l'absolu. C'est une détermination sans faille. Et je pense que ce peuple sera le vainqueur, triomphera de ce régime paria. Farouk Bardambé. Oui, vous savez, en 7 mois, les Syriens ont fait montre d'un courage absolument exceptionnel. Je crois que c'est quelque chose de hors du commun, on ne le voit pas ailleurs. Que des jeunes sortent dans la rue chaque jour pour affronter une machine de mort comme celle de Bachar al-Assad, et de perdre chaque jour une dizaine de tués, des dizaines de blessés, d'avoir des parents, des frères, des sœurs qui sont kidnappés sous leurs yeux, qui sont amenés en prison, qui sont torturés, violés, et revenir à la charge le lendemain avec la même détermination. C'est, comme l'a dit Bourhan, un système absolument insupportable, et le peuple syrien ne le supporte plus. Et c'est pour ça que je crois aussi, comme lui, que ce peuple finira par gagner sa partie. Oui, vous publiez hier, Farouk Bardambé, dans Libération, un grand article sur ce bilan, si on peut appeler ça un bilan, enfin en tout cas et puis provisoire, de la répression en Syrie. Est-ce qu'il est possible de le dresser avec exactitude, ce bilan, ou est-ce qu'on craint que ce soit pire encore que ce que l'on avance comme chiffre? Oui, nous sommes sûrs du nombre des tués. C'est-à-dire, nous sommes sûrs que cela dépasse le chiffre de 3000 tués, parce que leurs noms ont été publiés par des organismes de droits de l'homme, par des défenseurs de droits de l'homme en Syrie. Et puis ce chiffre a été repris aussi par les organisations humanitaires internationales. Nous savons qu'il y a des dizaines de milliers d'arrestations. Il y a des gens qui disent qu'il y a 10 000, 15 000. Il y a beaucoup plus, peut-être 70 000, 80 000. Mais il y a des prisonniers qui sont relâchés et puis ils arrêtent d'autres gens. Nous sommes sûrs qu'il y a au moins 15 000 détenus, comme nous le disons dans l'article. Et puis... Beaucoup plus. Donc ceux qui sont entendu maintenus... des amis qui sont arrivés de là-bas il y a 2 jours,
Et on parle de 110 000 arrêtés. Oui, on parle de 22 000 disparus et de 10 000 minimum 10 000 morts. Caroline Delahty. Oui, ce sont des chiffres que j'entends aussi de la part... Vous revenez de Turquie, vous, entre autres, où vous avez beaucoup travaillé couvert sur les cette différentes conférences de l'opposition, et la Turquie où se trouvent effectivement pas mal de Syriens qui ont fui la répression, et notamment les leaders de la contestation, parce que dans cette répression inouïe, c'est une répression qui est très... ciblée et qui vise les têtes du mouvement pacifiste, pour entraîner le pays dans une guerre civile. Bourhane Galioun, je précise d'ailleurs pour vous présenter que vous n'êtes pas seulement le président du Conseil national syrien, tout nouveau, qui vient d'être créé. Vous enseignez la sociologie politique à l'université Paris 3, évidemment, donc à Paris. Bourhane Galioun, Caroline Delahty notait dans un article à Mediapart au mois d'octobre que, au fond, l'opposition extérieure au régime syrien avait mis du temps à s'organiser. Et elle notait même, au fond, que même vous, finalement, vous aviez fini par ne pas manquer le rendez-vous, même si, au fond, ça avait mis du temps. Bon, loin, ici, de nous, l'idée est de donner quelques leçons que ce soit à la question de l'opposition et l'organisation de l'opposition syrienne. Mais est-ce que c'est réel? Et au fond, pourquoi dit-on et observe-t-on que cela a mis plus de temps à s'organiser? En ce qui me concerne, j'ai pris la décision de ne pas m'engager dans une formation où il n'y a pas un minimum d'équilibre entre les différents courants de l'opposition, puisque nous sommes partagés entre islamistes, laïcs, libéraux, nationalistes, etc. Vous êtes vous ce qu'on appelle un laïc de gauche. Voilà. Alors, on toujours des résumés un peu rapides, mais bon, c'est ça. Voilà. Bon. Donc une formation n'est pas équilibrée, n'était pas pour moi acceptable. Deuxième chose, pourquoi ça a mis du temps? C'est parce qu'en réalité, il n'y avait pas une opposition organisée à l'étranger, à l'extérieur. Il y avait, dans la foulée de la Révolution, donc beaucoup de jeunes, beaucoup de gens ont commencé à se découvrir opposants, à se réinventer comme opposants. Et comme ils n'ont pas l'expérience politique, une vingtaine par là, une dizaine par là, un courant essaye de remplir le vide et de créer un front commun ou un truc. Mais finalement, on est arrivé à avoir plusieurs coalitions qui ne représentent pas rien. Et heureusement que dernièrement, on a réussi quand même à réunir tous ces gens-là et de les regrouper au sein du SCN. La difficulté, je vous pose la question, Bourhane Galioun et Farouk Ben Mardambe, bien sûr. La difficulté, c'est quoi au fond? C'est que cette instance-là, ce Conseil national syrien, soit représentatif à l'extérieur des Syriens de l'intérieur, Farouk Mardambe? Oui, il y a ça, mais il faut revenir un tout petit peu en arrière pour comprendre cette situation. Bon, nous sommes un pays qui a passé 50 ans sans vie politique, sans débat politique libre. Bon. Et avec une fausse ouverture, on va dire, au début des années 2000, qui a très vite refermé. Mais sans parti politique. Les partis politiques d'opposition sont restés clandestins. Leurs militants étaient poursuivis, emprisonnés, parfois des peines de 5-6 ans, rien que pour avoir... les gens qui appartenaient à un parti islamique étaient condamnés à mort immédiatement. Bon, je veux dire, dans cette ambiance-là, il n'y avait pas de débat politique. N'importe quelle nuance entre deux partis pouvait se transformer en conflit durable. Ajoutez à cela le quadrillage affreux de la société syrienne depuis le début de cette intifada, ce qui fait qu'à l'intérieur aussi, il n'y a pas eu de débat libre, des rencontres entre ces opposants pour discuter de l'avenir du pays, pour mettre les points sur les i, etc. Et ajoutez à cela quelques chocs des égos, etc. Et on arrive à cette situation. Il a été très difficile au début de mettre une structure nouvelle en place. C'est-à-dire quoi? Il était pour faire un peu de comparaison, entre guillemets, il était plus difficile de s'organiser de l'extérieur, même à l'extérieur, comme opposant syrien, que ça a pu l'être pour des Tunisiens ou pour des Libyens?
Le système du régime syrien faisait que c'était... Voilà, ça compliquait encore plus les choses, le verrouillage était tel... Non, je crois que la situation des Libyens était aussi très difficile, parce qu'ils ont vécu eux aussi depuis 1969 sous ce régime. Non, mais il n'y a pas de doute que le pouvoir syrien est autrement coriace que le régime de Moubarak ou le régime de Ben Ali. Caroline Donati. Je suis tout à fait d'accord par rapport au régime syrien et à sa coriacité. Pour revenir à la question de ce Conseil national syrien et de la structuration de l'opposition, toute la question était de donner une représentativité à un mouvement qui est populaire. La scène politique syrienne de l'opposition était dominée traditionnellement par des partis clandestins ou d'autres oppositions légales, mais qui n'ont pas d'ancrage en Syrie populaire. Donc il fallait trouver des têtes, des leaderships. Et il y a eu toute la question de la coordination aussi à l'intérieur et faire parvenir la voix de ses opposants à l'extérieur, quoi. Alors, Burhan Ghalioun, vous êtes donc le président de ce Conseil national syrien. Quelle va être votre action? Est-ce que la poignée de main du ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, au théâtre de l'Odéon à Paris avant-hier soir, vaut pour reconnaissance et soutien officiel et permet de changer les choses? Est-ce que par exemple, le fait que le Conseil national de transition libyen et reconnu votre mouvement vous aide aussi également, et quelle est votre marge de manœuvre, sachant que nous y reviendrons plus longuement aussi dans la seconde partie des matins, mais est-ce qu'on est à un moment clé de l'histoire syrienne avec vous, par exemple ce matin dans ce studio? C'est évident. Notre tâche, c'est d'abord d'unifier toutes les forces syriennes, toutes les forces de l'opposition et du peuple syrien. Ça, c'est première tâche. Donc, un conseil national ouvert à toutes les autres forces qui n'ont pas encore adhéré à ce conseil. Deuxièmement, réunir et mobiliser l'ensemble de l'opinion publique dans tout le monde, y compris en Europe, bien sûr, et en France. Et je pense que le geste du ministre français était un beau geste. C'est un bon début. Mais nous alors, il n'est pas officiel complètement. Voilà, il prépare quelque chose d'officiel, on va dire. Il est officiel du fait que c'était solennel, mais j'espère aller beaucoup plus loin. Nous espérons qu'il y aura une reconnaissance à la fois par la France, mais aussi par l'Europe, par les autres pays aussi. Alors d'un mot, parce qu'on arrive au bout de la première partie, mais encore une fois, nous aurons toute la deuxième partie, plus d'une demi-heure pour redétailler tout cela. Mais enfin, d'un mot tout de même, est-ce que vous attendez ou pas que du coup la communauté internationale prenne une décision qui serait similaire à celle qu'elle a prise pour la Libye? La dernière fois que nous faisions une émission sur la Syrie, nous évoquions avec Franck Bandambé l'idée que, par exemple, les Syriens, je crois, à un moment, ne souhaitaient pas une intervention similaire de l'étranger comme sur la Libye en Syrie. Est-ce qu'on est toujours sur le même sentiment? Oui. Et pour quelle raison? Nous cherchons un engagement réel de la part de la communauté internationale du côté du peuple syrien, mais nous ne sommes pas en train de demander une intervention militaire. Nous ne voulons pas, pour le moment en tout cas, ce n'est pas notre option. L'intervention militaire extérieure n'est pas notre option, mais un engagement fort de la part de l'ensemble de la communauté internationale du côté du peuple syrien, ça il le faut pour éviter justement l'éventuelle intervention militaire. Donc comptez sur vos propres forces. Et la force de la pression internationale, c'est important. Vous avez vu que ça y est, la Chine, au fond, là aujourd'hui, se manifeste et perd patience, nous dit une dépêche AFP, Reuters, perd patience face à la poursuite de la répression violente menée par les troupes du président Bachar el-Assad, donc si même la Chine. 8h16. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Vinchet. Alors de la chronique et du débat avec vous, la Syrie, l'opposition syrienne sous toutes les coutures. Oui, vous avez bien su trouver les avions de combat pour aller chasser Kadhafi de Libye. Pourquoi vous autres occidentaux ne faites donc rien pour aider le peuple syrien à se débarrasser de Bachar el-Assad? Me demandait récemment un ami algérien. Et il avait sa réponse. Évidemment, la Libye regorge de pétrole, tout comme l'Irak d'ailleurs. Rien de tel en Syrie. Le clan al-Assad va donc pouvoir continuer à massacrer tranquillement l'opposition populaire. Dès le début, le fils al-Assad, héritier du pouvoir paternel, avait prévenu « Le printemps arabe s'arrêtera en Syrie ».
Il était persuadé que la nouvelle classe moyenne de son pays, enrichie par des mesures de libéralisation économique ou carrément achetée dans certains cas par le clan au pouvoir, ne menacerait pas son régime. Eh bien, il avait tort, mais cette erreur d'appréciation a déjà fait 2900 morts selon l'ONU. Des dizaines de milliers d'autres Syriens ont été battus, emprisonnés. Plus de 10 000 autres ont cherché refuge en Turquie. Alors si la communauté internationale ne s'est guère mobilisée cette fois pour courir au secours d'un peuple en danger, ce n'est pas parce que la Syrie manque de pétrole, mais parce que le pays est une pièce autrement plus importante que la Libye sur le jet d'échecs moyen-oriental. Et personne ne peut prendre le risque de la déstabiliser unilatéralement. Alors la Syrie a d'abord à l'est un allié, l'Iran, engagé, on le sait, dans une partie dangereuse contre l'Arabie Saoudite. On vient d'en avoir un échantillon hier à Washington, avec cette arrestation de 2 Iraniens liés à l'ambassade qui préparaient un attentat contre l'ambassade saoudienne. Téhéran feint de donner des conseils de prudence et de mesure à son allié, mais il fournit au régime syrien du matériel de répression sophistiqué. Cependant, le pays des Mollahs, qui est engagé sur d'autres fronts, au Yémen et en Irak en particulier, pourrait finir par faire son deuil du pouvoir d'Al-Assad. Au nord, il y a la Turquie qui ne cesse de prendre davantage ses distances avec le pouvoir qui règne sur Damas, par exemple en vous accueillant à Istanbul, vous, le Conseil national syrien. Au sud, l'Arabie Saoudite, qui a mis longtemps à se décider pour critiquer ouvertement Damas et d'en rappeler son ambassadeur. Protecteur proclamé des sunnites, les Saoudiens ne pouvaient feindre d'ignorer la manière dont le régime syrien, dominé par les alaouites et donc des chiites, joue la carte des affrontements interconfessionnels afin d'effrayer sa minorité. Et la manière dont l'armée égyptienne vient de massacrer des chrétiens coptes au Caire ces jours-ci peut servir de ce point de vue d'avertissement. Enfin, il y a le fragile équilibre libanais qui pourrait basculer dans le chaos en cas de vide du pouvoir à Damas, puisque, on le sait, le Hezbollah qui contrôle le sud de ce pays est en réalité une marionnette irano-syrienne. Alors les Occidentaux, ils sont bloqués par le veto russe et chinois au Conseil de sécurité de l'ONU. S'ils ont obtenu que ces 2 pays laissent passer la résolution 1973 qui a autorisé l'OTAN à protéger les populations civiles en Libye, Russes et Chinois n'ont pas apprécié que ce mandat initial limité serve à renverser le régime de Kadhafi. Ils ne toléreront rien de semblable en Syrie, un pays où se trouveraient 2000 conseillers militaires russes et qui a mis à disposition de Moscou une base militaire sur la Méditerranée. Quant aux Chinois, c'est eux qui ont équipé Damas en missiles. Donc, comme le dit un ambassadeur de France, un ancien ambassadeur de France à Téhéran, la résolution 1973 était un fusil à un coup. Alors, question pour vous, messieurs. La semaine dernière, le Conseil national syrien, qui regroupe la plupart des forces politiques d'opposition, a dit que pour l'instant, il ne souhaitait pas une intervention internationale. De toute façon, je viens de le dire, celle-ci n'a pratiquement aucune chance de voir le jour. Il est vrai que les Américains ont envisagé différentes options militaires, comme une interdiction aérienne ou bien un blocus ciblé sur certains matériels qui transitent par la Méditerranée, mais ce ne sont que de vagues menaces. Alors je vous pose la question, quels sont donc les moyens de pression qui demeurent réellement accessibles aux pays européens qui désirent aider le peuple syrien à réussir sa révolution ? Peut-être la parole à Farouk Mardambé, ensuite nous écouterons le président du Conseil national. Farouk Mardambé. Dans l'article publié hier dans Libération, justement, nous avons proposé un certain nombre de mesures. Il faut certainement élargir les sanctions économiques contre les dirigeants syriens, et c'est possible. C'est possible parce qu'il y a une 60aine de personnes seulement qui sont touchées aujourd'hui par ces sanctions. Or, nous savons que des membres très influents des chambres de commerce de Damas et d'Alep, qui tiennent le marché, ont donné leur soutien au régime, sont ses alliés depuis des années, se sont enrichis dans les mêmes réseaux mafieux que les cousins du président, et ils n'ont pas été touchés jusqu'à maintenant. Il y a, je crois, beaucoup de mesures au niveau bancaire, au niveau même au niveau des relations culturelles. Vous imaginez que jusqu'à maintenant, par exemple, le Louvre a un accord avec le musée de Damas. Tout cela peut être mis en veilleuse pour le moment. Je veux dire, il y a des moyens de faire pression. L'opposition syrienne ne demande pas d'intervention militaire, mais demande quand même une intervention mesurée, économique, politique, diplomatique, culturelle, qui puisse faire pression sur le gouvernement. Et je vous assure que ça fera très mal. Monsieur Galioun, Burhan Galioun, président du Conseil national syrien. Je voudrais d'abord dire que, il n'y a aucun projet d'intervention militaire en préparation. Deuxièmement, une telle intervention entraînera d'autres interventions et on craint que le pays devienne un théâtre
de combat entre les différentes forces régionales. Donc, on préfère faire éviter à ce pays ce sort et compter plus sur la mobilisation d'abord de l'opinion publique syrienne, c'est-à-dire sur l'élargissement aussi de la base de la révolution. Et je pense que c'est ça la tâche politique première du CNS. Et également, je pense que l'Europe, les pays démocratiques n'ont pas assez fait. Ils peuvent faire un peu plus, non seulement au niveau des sanctions, mais même au niveau du discours politique, au niveau des initiatives d'action politique, pas seulement militaire et diplomatique. À part quelques discours qui sont les bienvenus, on n'a pas vu une action réellement collective de la part de l'Europe et des États-Unis et de l'ensemble de la communauté internationale pour faire pression sur le régime et sur ses alliés iraniens et d'autres. Donc moi, je pense qu'il n'a pas encore épuisé toutes les pressions politiques possibles et on attend à ce qu'il y ait des démarches beaucoup plus fructueuses dans ce sens. Oui, on comprend bien, Monsieur Bourhan Galioun, que effectivement la Syrie ne souhaite pas devenir un champ de bataille pour ses voisins, et je disais qu'ils ont des intérêts très variés. Néanmoins, il y a des signes annonciateurs de ce risque de guerre civile. J'en prends pour exemple le fait qu'il y a 10 000 soldats et officiers syriens qui, dans les derniers jours, auraient déserté l'armée syrienne pour ne pas participer à la répression et qui ont rejoint différentes unités combattantes qui sont prêtes à renverser le régime. Est-ce que là, il n'y a pas quand même le risque d'une guerre civile, l'amorce d'une guerre civile? Non. Bourhan Galioun et puis Caroline Delati. Bourhan Galioun. Non. Moi, je pense qu'il n'y a pas de risque de guerre civile. Cependant, ces déserteurs de l'armée syrienne qui commencent à agir contre les forces de sécurité et à protéger la population deviendront effectivement partie de l'opposition. Et leur politique, y compris l'utilisation des armes, va être contrôlée par la direction politique. Dès aujourd'hui, ils nous proposent de... Vous les contrôlez. Le mouvement des officiers libres, par exemple. Aujourd'hui, on n'a pas encore commencé pour parler, mais évidemment, on ne va pas les laisser agir tout seuls et prendre le pays aussi, ou entraîner le pays dans une guerre civile. Eux aussi, au contraire, ils veulent éviter par tous les moyens aussi cette guerre civile. Je pense qu'aucune partie aujourd'hui syrienne ne veut aller dans une guerre civile et tout le monde essaye de l'éviter de toute façon. Et ça c'est une garantie. Oui, mais Caroline Delati, dans le micro, ce sera mieux. Dans le micro, oui. Je ne serais pas aussi catégorique, malheureusement, sur le risque de guerre civile, parce que le régime pousse vraiment là-dedans. Par rapport à cette armée... De quelle manière la brutalité de la répression inouïe. Les Syriens sont seuls. Il y a eu vraiment une inertie de la communauté internationale et un silence total. Le Conseil national syrien, sa présence et quand même sa constitution est quand même une bonne nouvelle aujourd'hui, parce que la communauté internationale va avoir un interlocuteur et les Syriens ont besoin d'un appui. Le Conseil national syrien a une stratégie. Il veut éviter effectivement l'intervention militaire. Il veut travailler à ce qu'on appelle le délitement du régime. Dans ce délitement du régime, les sanctions ciblées sont importantes pour pouvoir rallier cette majorité silencieuse. Ensuite, la question de l'armée syrienne libre. Effectivement, je confirme que les propos de Bourhan Galioun, il y a des contacts, et c'est la force du Conseil national syrien, qui a des contacts avec l'intérieur au niveau du soulèvement pacifiste et au niveau de ces officiers de l'armée libre, oui. Et qui peuvent aussi travailler à ce délitement au niveau des forces de l'armée. Je vais vous poser une question qui va vous paraître peut-être affreusement naïve, mais comment éviterait-on une guerre civile ? On ne peut pas en passer autrement que par vu de loin, comme ça, que regardez ce qui s'est passé en Libye, sur encore d'ailleurs le Sirte aujourd'hui. Ça paraît étrange qu'on ne puisse de renverser un pouvoir sans passer par une sorte de guerre civile, mais je suis peut-être pas assez fin stratège. Jusqu'à aujourd'hui, on l'a évité. On est au 7e mois de combat et oui, mais à quel prix? À un prix fort, mais je pense que le peuple est déterminé à aller dans ce sens et que le prix de la guerre civile sera beaucoup plus grande et les gens le savent.
une guerre civile mais va entraîner encore plus de morts, va faire durer plus la tragédie. Donc, quoi, alors l'idée, ce serait d'attendre quoi, qu'un jour, vous apprenez à la radio que Bachar el-Assad a pris un avion, comme Hosni Moubarak, pour se réfugier au Venezuela ou en Corée du Nord? Tout seul, non. Mais je veux dire, soutenir la révolution, élargir la base de la protestation, coordonner les efforts des officiers libres avec les autres composantes de la résistance et de la protestation, coordonner tout cela avec une action politique et diplomatique et médiatique extérieure, je pense que tout cela va conduire un jour au dilettement et réduire le temps diplomatique. Vous nous faites un point, Caroline Delati, d'un mot tout de même sur la géographie de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, parce qu'on note que, et comme on l'a noté d'ailleurs, pour en l'occurrence les similitudes seraient peut-être seulement là, comme pour la Tunisie ou pour l'Égypte, les mouvements sont partis, non pas de la capitale, mais des villes autour. Que se passe-t-il aujourd'hui et quel est l'avenir de Damas dans l'idée d'une résistance civile ou d'une action civile à Damas et à Alep, qui je crois sont les deux villes où, entre guillemets, non pas qu'il ne se passe rien, mais c'est-à-dire que le pouvoir maintient une forme d'ordre, entre guillemets. Oui, parce que la géographie de la contestation, en gros, donc c'est un soulèvement qui est vraiment issu en majorité des ruraux et des urbains, donc ça s'est fait dans les périphéries et dans les banlieues. Les deux villes, Damas et Alep, le centre, sont vraiment quadrillés et tout est fait par le pouvoir pour éviter que le centre et la classe moyenne supérieure et la bourgeoisie rejoignent le soulèvement. À souligner d'ailleurs, juste quand on regarde une carte, que ce sont les deux villes, Alep et Damas, où il y a des aéroports. Oui. Mais Alep bouge. Alep bouge quand même. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec cette constitution du Conseil national et des pressions diplomatiques, si elles se font jour, et du rôle de la Turquie qui est important, si on arrive à assurer aussi une protection, parce que la question de l'intervention internationale, c'est assurer une protection aux civils, de quelle manière, zone tampon ou zone humanitaire, mais la Turquie joue un rôle important là-dessus. Farouk Mardambe, il y a une question qui se pose. On vient de parler du rôle que les Occidentaux peuvent jouer dans cette affaire. J'ai aussi dit que les Iraniens, les Saoudiens et quelques autres avaient aussi leur mot à dire, mais il faut reconnaître que le concept que Kofi Annan avait fait adopter par les Nations Unies en 2005 à l'unanimité des pays membres de cette assemblée, un texte qui établissait le concept de responsabilité de protéger un peuple en danger. C'est sur cette base-là que la France, l'Allemagne et le Portugal ont rédigé donc cette proposition de résolution pour les Nations Unies qui demandait dans des termes extraordinairement alambiqués et modérés qu'on fasse enfin quelque chose pour essayer d'empêcher Al-Assad de massacrer sa population. Je disais non seulement les Russes et les Chinois ont opposé leur veto au Conseil de sécurité, donc ça tombe à l'eau, mais il faut reconnaître que les autres pays émergents des BRICS, je vais les citer, Brésil, Afrique du Sud et Inde, n'ont pas brillé par leur courage non plus puisqu'ils se sont abstenus. Est-ce que vous êtes vraiment isolé sur la scène diplomatique ? Farouk Mardambe. Non, moi je crois que la position de ces trois pays peut changer. Et même il faut dire que la position russe et chinoise n'est pas une position qui vient de convictions idéologiques. Des intérêts militaires quand même. Voilà, il y a des intérêts, mais aussi les Russes peuvent très bien se dire un jour que ce régime est condamné. Et hier, la diplomatie russe a critiqué la répression pour la première fois. Et les Chinois montrent aussi d'une certaine impatience vis-à-vis du régime. Non, nous avons vécu ces derniers temps, c'est entre parenthèses, deux vétos, ou un veto et une menace de veto qui allait à l'encontre du printemps arabe, de l'émancipation des peuples arabes. Le veto chinois et russe pour la Syrie et celui à menace du veto américain pour la Palestine. Non, mais ces pays sont en train de négocier leur intérêt dans l'après-Assad. Enfin, tout le monde se projette aujourd'hui dans l'après-Assad, russes et chinois y compris.
Mais c'est ce qu'on disait. Étant donné l'importance stratégique de la Syrie, enfin, la révolution syrienne n'est plus non plus qu'une question purement syrienne. Donc on va revenir aux années, il y a un risque, revenir aux années 60, où la Syrie était le champ des rivalités régionales, des intrigues des grandes puissances. Et là, l'opposition syrienne a un rôle à jouer, d'être vraiment solide et de ne pas se laisser happer par tel camp. Donc voilà. Bourhan Galioun, donc la balle est dans votre camp. Est-ce que vous êtes assez fort en interne pour résister aux tentations qui sont celles de vos puissants voisins, je parlais notamment de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, de régler leurs comptes à travers vous et aux dépens du peuple syrien? On l'espère en tout cas, nous allons tenir bon et nous sommes très jaloux sur la question de la souveraineté et de l'opposition et du pays et son indépendance. Cela dit, je pense que revenons à la question de l'isolement. Je pense que la position russe et chinoise n'est plus tenable, est intenable à la longue aussi, et que c'est à nous, le Conseil national syrien, de convaincre ces pays aussi que leurs intérêts ne seront pas nécessairement menacés par un changement démocratique et que la démocratie syrienne traitera avec tous les pays à égalité. Alors justement, mais il y a dans ce que vous déclarez là, Bourhan Galioun, il y a tout de même un mot-clé que l'on n'entend pas pour l'instant et qui évidemment est la préoccupation d'une très grande partie de la communauté internationale, notamment des États-Unis. C'est Israël. Au fond, que peut déclarer le Conseil national syrien aujourd'hui sur s'il arrivait au pouvoir, si vous étiez Bourhan Galioun, président de la République syrienne, quelles seraient les déclarations et comment, au fond, rassurer ou que dire sur ce que la Syrie adopterait comme attitude vis-à-vis d'Israël? Mais je pense que la Syrie tient à ses droits nationaux, c'est-à-dire à la récupération du Golan. Ça n'est pas le moindre des débats tout de même. Absolument, ça c'est indiscutable. Et que la Syrie aussi tient à ce que la question palestinienne soit réglée de la façon la plus légale. Je pense que sur ce plan, nous aurons une politique d'indépendance, de souveraineté. Le retour du Golan fait partie du respect de la souveraineté de la Syrie. Et ça, il n'y aura pas de changement là. Caroline Donati, sur ces questions géopolitiques, et notamment avec la question des relations entre Israël et la Syrie, à une époque peut-être un peu cyniquement, on se félicitait au fond que le régime fort de Hafez al-Assad et de Bachar el-Assad ne soit jamais allé au conflit direct armé entre Syriens et Israéliens, tout cela se passant par le Liban interposé. Oui, est-ce que les risques aujourd'hui existent davantage ou pas? Et encore une fois, est-ce qu'on attend que le Conseil national syrien rassure autant que la famille Assad rassurait sur cette question-là? Il y a toute la phase de la transition qui va être délicate et qui inquiète effectivement les Israéliens. On peut être rassuré sur un après, mais pour y arriver, ça va être quand même un peu plus compliqué. Mais quand même, par rapport à cette dimension régionale, il faut rappeler que c'est une révolution quand même intérieure syrienne. La dimension régionale ou de la lutte palestinienne n'a pas du tout le même écho aujourd'hui chez les jeunes qui manifestent. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner, même si après, il y a des questions de souveraineté et un nationalisme qui est très important, où ils réclameront leurs droits. Mais il ne faut pas non plus attendre... Je pense que les pays voisins de la Syrie peuvent craindre d'une guerre civile. Voilà, la contagion. Farouk Mardambé. Bien, moi, je crois que le peuple syrien est peut-être dans toute la région le plus proche du peuple palestinien. Et comme l'ont montré les Égyptiens, une fois libres, ils montreront leur solidarité encore plus forte avec les Palestiniens. Il ne faut pas oublier que c'est le régime Assad qui a coupé les ponts avec l'OLP dans le temps, qui a massacré des Palestiniens, des réfugiés au Liban, et qui n'a pas tiré un seul coup de feu sur le plateau du Golan depuis 1974.
Brice Couturier. Il y a un autre aspect du conflit syrien, c'est le conflit, la dimension interreligieuse, je le disais tout à l'heure, de ce conflit. C'est très important parce qu'on voit bien qu'en ce moment, les Saoudiens, à travers certaines de leurs chaînes de télévision, soufflent sur les braises du ressentiment des sunnites majoritaires dans ce pays qui sont dominés, donc je le disais, par des alaouites chiites. Mais d'un autre côté, toutes les autres minorités religieuses du pays, notamment les chrétiens, qui sont nombreux, ont ressenti longtemps le régime d'Al-Assad comme une protection, puisque c'était un régime dirigé par une dictature minoritaire dans son propre pays. Elle avait tendance à protéger les autres minorités. Est-ce que vous pouvez donner des garanties très claires à ces minorités religieuses, au nom du Conseil national que vous représentez ici, Monsieur Bourhan Galioun, que ces minorités verront leurs droits respectés dans le cas où vous seriez victorieux? D'abord, la première garantie, c'est que ces minorités participent réellement au changement. Ça, c'est important. Et je pense qu'on va tout faire pour que leurs élites, au moins, soient partie prenante de ce changement. Elle l'est déjà sur plusieurs plans. Deuxièmement, je pense que l'existence d'un projet d'État démocratique et séculier, et pluraliste et séculier est fondamental, qui garantit les droits égaux à tous les citoyens, indépendamment de leur appartenance. Et troisièmement, on va faire signer une charte nationale sur les droits, le devoir de tous les citoyens, les uns envers les autres. Et je pense qu'on aura le temps de le prouver aussi. Sur ce sujet-là, et je vous laisse la parole, Farouk Barnabé Karounani, mais sur ce sujet-là, je voudrais qu'on écoute juste avant, le témoignage de Denise Hamoun, qui est la correspondante de la Croix pour le Caire, à qui nous avons posé cette même question, grosso modo, puisque l'actualité en Égypte, évidemment, nous a beaucoup inquiétés sur la violente répression par l'armée contre une manifestation de Coptes, dimanche dernier, dans le quartier de Choubra, au nord du Caire, qui s'est soldé par 25 morts et 329 blessés. Mélanie Chalandon, qui a joint hier au Caire Denise Hamoun, lui a posé la question suivante: est-ce que ce sont des actes qui sont au fond une sorte de vengeance contre les chrétiens qui étaient jusque-là protégés par le gouvernement d'Hosni Moubarak? Et j'aimerais avoir votre sentiment après sur ce que pourrait être la situation syrienne. Denise Hamoun au micro de Mélanie Chalandon. Alors justement, c'est là où on se demande, où la presse égyptienne se demande, si les salafistes ne sont pas payés par les caciques du PND qui veulent créer le chaos dans le pays, ou encore par une main étrangère qui veut vous faire échouer la révolution. Mais c'est tout à fait inédit, ça. Ils étaient là, les salafistes et les coptes sont là depuis un siècle. Les salafistes ont été créés en Égypte en 1926. Donc pourquoi ce réveil de haine soudain, brutal? Il y a certainement quelque chose là-dessous. Les coptes sont très déçus. Ils ont participé à cette révolution. On les a vus à la place Tahrir, à côté des chrétiens. On a vu des prêtres et des chers côte à côte. On a vu le croissant et la croix unis pour la première fois depuis des années. Et ils ont eu des discours tout à fait violents contre le régime Moubarak. En contrepartie, rien ne va plus pour eux, ou plus. En tous les cas, ils sont en mauvais état, en mauvaise situation. Vous voyez les églises incendiées et détruites, les attaques contre les coptes. Bien plus. Les salafistes, Moubarak leur avait permis d'avoir des chaînes religieuses, ce que n'avaient pas les frères musulmans. Et dans ces chaînes religieuses, donc depuis plusieurs mois, ils attaquent violemment les coptes, ils les insultent et ils les traitent de dhimmi. Dhimmi, c'est-à-dire des non-citoyens. Autrefois, les dhimmis étaient obligés de payer une sorte d'impôt à l'État pour pouvoir vivre en paix. Donc, ils leur refusent la citoyenneté égyptienne. Les salafistes sont une parenthèse à laquelle j'espère que le gouvernement égyptien mettra terme. D'ailleurs, ils ont l'air tout à fait décidés de vouloir juguler cette crise. On a vu le grand imam d'Al-Azhar s'entretenir le même soir avec le pape copte chez nous d'A3 pour tenter de contenir la crise, et tous ont parlé le même soir de la fraternité islamo-chrétienne. Voilà, Denise Hamoun au Caire, interrogée par Mélanie Chalandon. Alors, est-ce qu'il y a un parallèle ou pas, et comment peut-on décrypter cette situation, la situation en Syrie, Farouk Barnabé? D'abord, je crois qu'il y a une grande différence entre l'Égypte et la Syrie en cette matière. En Égypte, c'est un fait, il y a une discrimination à l'égard des Coptes, et depuis longtemps. Bon.
Et alors qu'en Syrie, je pourrais dire qu'il y a même une discrimination positive, et cela depuis l'indépendance. C'est aussi une exception syrienne. Les chrétiens ont joué un rôle extrêmement important dans la vie politique, sociale, culturelle du pays depuis le 19e siècle, mais surtout après l'indépendance, où des hommes politiques chrétiens ont brillé, ont tenu des postes extrêmement importants. Il n'y a jamais eu, la moindre tension, il n'y a jamais eu un problème de culte, de liberté de culte, jamais eu un problème concernant la construction des églises, par exemple. Ça n'a rien à voir avec l'Égypte et avec d'autres pays, peut-être du monde arabe. La convivialité islamo-chrétienne est une réalité en Syrie. Et nous la connaissons tous, nous l'avons vécu, nous tous. Bon. Donc quand on dit que c'est Assad qui est le protecteur des minorités, etc., c'est au contraire, les tensions communautaires en Syrie ont commencé avec l'installation de ce régime. Parce que c'est un régime minoritaire sur le plan politique et qui a essayé d'avoir une assise confessionnelle et d'élargir son assise confessionnelle. Jusque-là, les majorités et les minorités en Syrie étaient politiques. On n'a jamais parlé, avant 63, d'une majorité sunnite ou d'une minorité chrétienne ou alaouite. On parlait d'une majorité de gauche, de droite, nationaliste, libérale, etc. Mais pas sur une base confessionnelle. Cela est arrivé, même dans notre langage, après la prise du pouvoir par le Baas. Caroline Donati, vous avez publié le 1er octobre sur mediapart.fr un article consacré aux frères musulmans. Quel sera, selon vous, le rôle que les frères musulmans vont être amenés à jouer dans la révolution en Syrie? Est-ce qu'il existe des dérives, malgré tout, islamistes, malgré ce que vient de nous dire Franck Mardambé, est-ce qu'il existe des risques de dérive ou de situations comme ce que l'on voit en Égypte, selon votre point de vue à vous et votre analyse à vous? Oui, je dirais d'abord que les frères musulmans donc, sont surtout disséminés dans la diaspora. Ils sont bannis de Syrie depuis les années 80 et ils sont minoritaires dans la mouvance islamique aujourd'hui. D'accord ? Les frères musulmans, ce sont des vieux cadres grisonnants qui ont une expérience politique et qui jouent aujourd'hui dans cette organisation de l'opposition. Mais il faut quand même plutôt regarder du côté des héritiers, à la fois des jeunes des frères musulmans et qui sont en désaccord total, et comme la plupart des jeunes qui sont impliqués aujourd'hui dans le mouvement, qui sont vraiment affranchis des clivages idéologiques. Mais on a une mouvance islamique plutôt modérée qui va concurrencer les frères musulmans sur le terrain, et les frères musulmans, évidemment, préparent leur retour en Syrie. Mais ça ne sera pas la donne majeure, enfin, 8h44, c'est l'heure du coup d'œil, toujours sur notre thème du jour, la situation en Syrie. Le coup d'œil de Thomas Cluzel, et il me semble reconnaître l'Express, oui, non? C'est le nouveau numéro de l'Express, effectivement, un article intitulé « Syrie, le prix du sang » et écrit par la journaliste Ala Kodmani. Alors, le régime de Bachar al-Assad, on le sait, ne lésine pas sur les moyens de sa répression, mais manquerait-il de ressources pour financer sa machine à tuer, interroge la journaliste. Il semble en effet que les hommes chargés de mater la protestation à Damas et puis à travers le pays soient de plus en plus ouverts à la corruption. C'est ainsi par exemple qu'il y a peu, raconte la journaliste, un automobiliste arrêté près d'un barrage de l'armée à la sortie d'Alep s'est vu proposer de l'essence à bas prix par des soldats. Dépourvus de vivres, ceux-ci tentaient de vendre le carburant de leur véhicule. Et à en croire donc à la Kodmani, eh bien les récits de ce genre se multiplieraient en Syrie et traduisent donc l'état de délabrement en somme dans lequel se trouve notamment l'armée régulière déployée depuis 7 mois maintenant sur tout le territoire pour étouffer le soulèvement. Alors en réalité, la machine à tuer ne coûte pas si cher. Les salaires de plus de 500 000 hommes des forces armées régulières de police ou de sécurité sont payés par le budget de l'État. Le prix des munitions est insignifiant et puis surtout ces dépenses seront toujours, quoi qu'il en soit, prioritaires pour le régime, quitte donc à piocher dans d'autres postes tels que l'éducation ou la santé. Mais en revanche, il est impossible aujourd'hui de chiffrer le coût global donc, du dispositif, car outre la quinzaine de services de sécurité et de renseignement connus, les dizaines de milliers d'hommes, de mains et d'indicateurs employés aujourd'hui pour surveiller la population, mater les manifestations et mener les exactions ne relèvent pas du budget habituel. Leurs services se louent en réalité à la journée et tournent autour de 30 €, soit 1/5 du salaire mensuel moyen. Les redoutables Chabia, ces miliciens en majorité alaouites, sont souvent payés par exemple par les hommes d'affaires proches du régime qui négocient
négocient du coup des remises d'impôts ou des passe-droits. D'autres intermittents, en somme, de la répression sont payés à chaque sortie. Ainsi, le tarif, par exemple, pour briser les défilés du vendredi, raconte la journaliste, peut atteindre 70 € dans la périphérie de Damas. C'est du moins ce que dit une jeune femme dont le domicile familial a été pillé lors d'une perquisition par des hommes en armes. Ils recherchent, c'est vrai, des gens, dit-elle, mais aussi donc de l'argent ou des bijoux. Enfin, les forces de l'ordre, donc corrompues, se montrent également inventives dans l'autofinancement de leurs activités. Pour un militant recherché, par exemple, le passage de la frontière coûterait aujourd'hui l'équivalent de quelques milliers d'euros. Le coup d'œil de Thomas Cluzel, l'Express, donc aujourd'hui sur la série. Je vous voyais sourire, Farouk Marnambé. Oui, en pensant à la corruption, parce que on a vu des choses de ce genre au Liban durant cette longue guerre du Liban, où toutes sortes de trafics, n'est-ce pas, permettaient aux uns aux autres d'avoir un peu d'argent pour mettre un peu de beurre dans les épinards, si je puis dire. Brice Couturier. Oui, alors là, je reviens à la question initiale, c'est puisque les options... Et ce sera la question de conclusion à laquelle vous serez venus à répondre tous. Puisque les options militaires ne sont pas sur la table, parce que d'une part, les Russes et les Chinois n'en veulent pas, puis peut-être les Américains sont un petit peu épuisés et à court de munitions, si j'ose dire, quels sont véritablement... Qu'est-ce que vous attendez de nous, gouvernement européen, nous, opinion publique française, nous, médias français, pour vous soutenir dans votre lutte révolutionnaire dans laquelle, évidemment, en tant qu'héritier de 89, nous nous reconnaissons pleinement. Gourane Gaglione, je rappelle, le président du Conseil national syrien. Je pense que les médias ont un rôle fondamental. Couvrir, ne pas oublier le peuple syrien, continuer à dénoncer les crimes faits par ce régime. La question syrienne n'est pas vraiment très présente aujourd'hui dans les médias occidentaux et dans les médias du monde. Donc là, c'est aussi notre peut-être devoir d'aller vers les médias et de travailler un peu plus. Sur le plan diplomatique, je pense que la communauté internationale aussi reste très divisée, les actions sont éparpillées. Il faut quand même une action collective. Je ne sais pas, on va... À l'échelle de l'Union européenne, par exemple ? À l'échelle de l'Union européenne, une reconnaissance collective par l'Union européenne du CNS, ça sera quand même un geste très fort à l'égard du peuple syrien, et même une conférence, plus tard peut-être on va en parler, une conférence internationale de soutien et sur de la question syrienne, ça peut aussi constituer un pas vers la mobilisation de l'opinion internationale. Quand vous lancerez cette conférence, vous venez la lancer à France Culture, vous serez les bienvenus, Monsieur le Président du Conseil national syrien. Très vite, deux petits mots de conclusion. Caroline Donati, puis Farouk Marnambé. Oui, je pense que si la communauté internationale veut éviter une guerre civile en Syrie avec toutes les conséquences, elle doit faire un peu plus vite et il faut trouver une formule d'appui. Farouk Marnambé. Éviter une guerre civile et même, je dirais, une guerre régionale. Parce que le pouvoir pourrait susciter des tensions alentour, renouveler la guerre civile au Liban d'une manière ou d'une autre, ou les tensions du Golan jusqu'à l'Iran. C'est une région explosive. Comment vous dites le mot perplexité en syrien ? Perplexité. Oui. Nous ne sommes jamais perplexes. Abed Azrié, lui, musicien syrien, né à Alep, l'est plutôt.